Nous continuons donc notre aventure des mouvements d'une particule dans un champ de force central. Et c'est ici que ça se passe. Merci. Donc nous avions vu, donc je vous le refais un peu rapidement, que si vous avez une particule dont le bilan des forces, ou le bilan des actions mécaniques comme vous voulez, se limite à un champ de force central, on peut démontrer extrêmement facilement que le moment de cette force est nul. D'accord? Tout simplement parce que vous avez un point haut comme ça. Votre force, alors on ne sait pas trop dans quel sens elle est, encore une fois, elle n'est pas forcément attractive, elle peut être attractive ou répulsive, ça peut changer. Par contre, on sait que sa direction, elle est portée nécessairement par OM, et donc OM vecteur LF vaut 0. Autrement dit, comme le moment de cette force est toujours nul, ça signifie que le théorème de moment cinétique vous raconte que le moment cinétique est conservé. Donc vous avez en fait depuis le début, et ça c'est très important à piger, en fait, si vous vous placez comme ça, par exemple avec un point M0 et une vitesse, je ne sais pas, V0 comme ça, d'accord? Le produit vectoriel entre OM0 et V0 vous donne votre moment cinétique initial. Et le moment cinétique initial, donc là en l'occurrence il sera vers vous, hein. Si vous voyez, puisqu'on tourne de OM0 vers V0 comme ça. Et votre moment cinétique sera conservé pendant... Excusez-moi, ça dépasse. J'aime pas que ça dépasse. Sera donc conservé pendant tout le mouvement, c'est-à-dire que ce vecteur-là va toujours rester comme ça. Donc il faut vraiment que vous reteniez la structure de ce chapitre, de ce truc-là, parce qu'on va vous le demander systématiquement. Vous avez donc mouvement à force centrale, conséquence, le moment cinétique est conservé, et ensuite on répartit les conséquences de cette conservation. On a vu vendredi, premier point, la conséquence de la conservation de la direction. Ça, c'est que le mouvement est plan. Et il y a une sous-conséquence de ça, ou une conséquence annexe de ça, c'est qu'en fait, je vous rappelle que le système de coordonnées privilégié pour étudier un mouvement de force centrale, c'est a priori les coordonnées sphériques, puisque centre comme ça, et que ça, donc, c'est un peu pénible, parce qu'on n'aime pas les coordonnées sphériques, quand même. Hein, voilà, enfin, disons que ça fait un peu peur, quoi, globalement, et à raison. Puisqu'on n'a pas envie d'écrire l'accélération sphérique comme ça, juste pour voir ce qui se passe. Okay. Et il s'avère que le fait que le mouvement soit finalement plan est quand même une excellente nouvelle, parce qu'au lieu de se placer en coordonnées sphériques, on va devoir se placer en coordonnées polaires, qui correspondent exactement au cas où vous avez un plan et un point particulier qui va être le centre du truc. Et ça, c'est quand même vachement plus sympa. Donc, première conséquence, donc, conservation de la direction du mouvement cinétique a pour conséquence que le mouvement est plan et qu'on peut se placer en polaire. Deuxième chose, le sens du moment cinétique est constant, il est conservé, et ça signifie donc que vous allez toujours tourner dans le même sens. Autrement dit, si votre moment cinétique il est comme ça, vous tournerez comme ça. Contraire, si votre moment cinétique est dans l'autre sens, vous tournerez dans l'autre sens. D'accord? Donc, je n'avais pas complètement fini ce paragraphe-là, parce qu'en fait, l'idée est la chose suivante, c'est que donc, vous voyez que vous pouvez... On a dit qu'on se plaçait en polaire, mais se placer en polaire, vous pouvez vous placer comme ça ou comme ça. Grosso modo, vous pouvez regarder votre plan de mouvement, soit soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. En dessous, au-dessus, ne veut pas dire grand-chose dans cette histoire-là. Et donc, en fait, en général, on se place dans le cas, comme le sens de rotation, c'est toujours le même, ça signifie que le signe de θ point va toujours être le même. Et quitte à avoir un signe constant, autant le prendre positif. D'accord? Donc, ça, c'est la fin du paragraphe précédent. Donc, en général, on choisit θ point positif, d'accord? Vous comprenez le θ point, d'accord? Comme on tourne toujours en même sens, c'est-à-dire que θ point ne change pas de signe. D'accord? On choisit θ point positif. Alors, ça signifie donc que vous tournez comme ça, si θ est comme ça, on est d'accord? Et donc ça raconte quoi sur votre mouvement cinétique? Ouais. Non, ça tourne en sens très haut. Et donc votre mouvement cinétique, c'est un vecteur, il ne tourne pas lui. Non, comme ça. Comme ça, il est vers vous, d'accord? Et donc le mouvement cinétique est comme ça, ok? Si on reprend un peu toutes les bases des systèmes de coordonnées polaires, ça signifie donc que votre ER est comme ça, votre Eθ est comme ça, puisque θ est orienté comme ça, et donc L0 est dans le même sens que qui?
que EZ, effectivement. Donc ça, on choisit θ égale 0, et donc L0 est égal à L0 EZ, avec ça qui est strictement positif. Donc autrement dit, en fait, votre moment cinétique va bien sûr être porté par EZ, ça c'est la conséquence de la conservation de la direction, mais en plus il sera aussi dans le même sens que EZ si vous faites ce choix-là. Donc ça c'est assez cool parce que ça va nous éviter toutes les valeurs absolues, et on va faire ce choix dans la suite du problème. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a une conséquence de la conséquence un peu annexe. D'accord? Donc dans le petit a, c'était le mouvement est plan, et donc on peut se placer en polaire. Dans le petit b, c'est on tourne toujours dans le même sens, et donc on peut choisir θ point positif. Et donc orienter EZ de telle sorte que θ point soit positif. Si je ne me trompe pas, c'est un petit c. C'est comme ça que j'avais structuré ce machin. Et donc ça va être la conséquence de quoi? De la conservation de la norme. Voilà. De la conservation de la norme. Alors le fait que je le structure comme ça, par ailleurs, il faut bien que vous le reteniez parce que si jamais vous tombez sur des problèmes, ou par exemple uniquement la direction de L0 est conservée, ça vous permettra de regarder ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. D'accord? Il y a pas mal de problèmes où la direction de L0 est conservée, bien que sa norme change. Ça, au moins vous aurez les deux premières conséquences. Donc on est parti. Et là on va se servir d'une petite formule magique. En polaire, est-ce que vous vous souvenez de ce que vaut le moment cinétique calculé en haut? On l'a vu vendredi, et on a une formule directe, on l'avait en cylindrique. Ouais. Ça vaut effectivement m rho carré phi point, donc là on est en polaire, donc on va modifier un peu la... Ça fait effectivement r carré θ point EZ, d'accord? Donc là on retrouve bien que θ point ne change pas de signe, d'accord? Que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui est susceptible de varier dans cette expression-là? θ point. Et R aussi, hein. Personne n'a dit que c'était un mouvement circulaire pour l'instant, hein, d'accord? Donc on n'est pas forcément dans un mouvement circulaire, loin de là. Mais par contre, donc θ point et R sont susceptibles de varier. Par contre, la masse de votre objet, a priori, est une constante, et le vecteur EZ est constant, puisque ça traduit la constance de la direction et du sens de L0, donc ce truc ne bouge pas. Donc là, c'est immédiat. La norme de L0 est conservée. Donc, R carré θ point est égal à une constante qu'on appelle C. C porte un petit nom dans ce genre de problème. C s'appelle constante des airs. Oui. Ça dépend du problème. Ça dépend des... En fait, on va le faire très simplement. C'est parfait, comme ça fait une transition habile vers la suite. En fait, vous pouvez calculer C tout simplement parce que ça, c'est conservé. Et donc ce truc-là vaut la valeur du moment cinétique initial. D'accord? Alors on y va. On calcule C par... En fait, C c'est égal à enfin, si on a les conditions initiales, bien sûr, c'est la valeur initiale du moment cinétique. Vous êtes d'accord? De la norme du moment cinétique divisé, bien entendu, par la masse. J'ai un peu oublié le... On est d'accord? Donc C, c'est le rapport entre la norme du moment cinétique et la masse. Et ça, vous pouvez le calculer un peu différemment parce qu'en fait, il y a deux façons de le faire. Le mieux, c'est de l'écrire comme ça. C, c'est donc égal à la norme de OM0 vectoriel V0. Donc la constante des airs dépend essentiellement du point et de la vitesse avec laquelle vous avez lancé votre bidule. Petite remarque, si jamais ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que vous ne tournez pas, vous tombez, littéralement.
et votre constante des airs vaut 0. Ouais, non, parce que dans le moment cinétique, il y a M ici. Donc, tu vois, c'est le M qui est là, et qui disparaît. On est d'accord là-dessus? Alors, petite remarque, on va faire les unités. C étant quoi? C'est une unité un peu bizarre. Parce que vous ne savez pas encore. Ça, c'est des carrés. Les radios, on s'en fout. Seconde moins 1. C étant mètre carré, seconde moins 1. D'accord? C'est donc un truc bizarre. C'est une surface divisée par un temps. D'accord? Et en fait, ça va nous amener à quelque chose que vous connaissez déjà. Et on va essayer de trouver un peu le sens physique de C. Alors, considérons un déplacement infinitésimal, comme on sait avoir d'habitude. Donc vous avez votre point O ici, votre point M est là-bas, d'accord? Il est donc à une distance R. Vous avez un angle θ ici, et puis ce truc-là se déplace un tout petit peu par là. Donc ça c'est M de t plus dt, ça c'est M de t. Et ce truc-là, en fait, fait un angle dθ. Alors je vais faire un dessin comme ça, voilà. Globalement c'est ça, un peu de choses près. Je fais exprès de ne pas mettre un truc perpendiculaire, parce que ce truc-là pourrait être largement par un cercle, d'accord, dans cette histoire. Okay. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de calculer l'aire de ce truc-là. C'est une aire élémentaire, et donc je vais l'appeler dA. Alors, cette aire, c'est pas très très compliqué. En fait, on a un triangle, et l'aire, c'est tout simplement la base multipliée par la hauteur, divisée par 2. Donc, on est parti. dA, c'est égal donc à la base. Alors, la base, c'est tout ça. C'est R. Et la hauteur, en fait, c'est juste un petit bout qui serait là, vous voyez? Ça serait un espèce d'objet comme ça. Mais comme ceci est un déplacement élémentaire, vous voyez que cette hauteur-là et ce petit bout-là, c'est à peu près la même chose, d'accord? Ou même, vous pouvez le prendre comme ça. Ça vaut... Enfin, même non, on s'en fout, en fait, j'ai pas besoin de ça, excusez-moi. Ça vaut quoi, la longueur de ça? En fonction de... Ça vaut... En fait, si on fait un peu de trigonométrie, ça vaut R. Alors, en fait, je vais même le faire... je vais vous... Tiens, attendez, je vais vous simplifier la vie. Je vais le faire autrement. Non, c'est pareil, on s'en fout. Voilà. Tout ceci, ça vaut à peu près R. D'accord? C'est pas le sinus, c'est la tangente en l'occurrence. Mais comme c'est de dθ de toute façon, ça va revenir en même. Tangente dθ, ça vaut combien? Dθ. Donc ce truc-là, en fait, ça va valoir multiplié par r dθ. Le tout divisé par 2. On est d'accord là-dessus? Donc cet r élémentaire là, ok, c'est tout simplement r carré fois dθ sur 2. Et alors en fait, dA, c'est quoi? Si on essaie de comprendre ce que ça représente, vous voyez que vous avez le vecteur OM comme ça. En fait, je vais vraiment le faire, je vais me saloper les mains, mais c'est pas très grave. Vous avez votre vecteur OM comme ça. Et quand vous tournez, là, vous faites un truc comme ça, d'accord? dA, c'est cette partie-là. C'est l'air qui est balayé par le rayon vecteur. C'est comme dans un essuie-glace. D'accord? Donc en fait, dA, on dit ça comme ça, c'est l'air balayé par le rayon vecteur pendant dt. D'accord? C'est ce que si jamais vous recouvrez tout votre rayon vecteur de peinture, c'est ce que vous avez fait. Donc dA est l'air balayé par le rayon vecteur, donc par OM, pendant dt. Ok? Ça vous raconte pas grand chose, mais par contre, je vais calculer dA sur dt. dA sur dt, ça vaut quoi? Ça fait r carré sur 2 multiplié par θ point, d'accord, dA sur dt. Donc ça fait r carré sur 2
facteur de θ point. Ça vous rappelle rien, carré θ point? Et donc en fait, ça c'est une constante. Ça c'est un résultat extrêmement important. Ça fait C sur 2. dA sur dt est égal à C sur 2. Donc ce qui est important, c'est pas tellement cette égalité-là, c'est que la vitesse, donc ce truc-là, dA sur dt, ça porte un nom, ça s'appelle la vitesse aréolaire. Aréolaire, pas aérolaire. C'est, d'accord? C'est parce que c'est relatif à l'air et pas à l'air. Ça, c'est hyper important à comprendre. D'accord? Si vous pensez à l'air, c'est aérolaire. Si vous pensez à l'air, c'est aréolaire. Donc pour celles et ceux qui sont vachés avec l'orthographe, il va falloir vous réconcilier parce que RAIR, c'est un gaz, d'accord? Ça a donné aérien, etc., etc. Mais sinon, c'est AIRE, c'est la surface, et donc ça donne aréo. Dans l'autre sens, d'accord? Vitesse aréolaire. D'accord? Qu'est-ce qui vous arrive? Oui? Oui, le égal à l'arrivée, il est resté suspens parce que je le fous là. Voilà, si vous voulez, je l'efface si ça vous perturbe. Je l'enlève, ce petit égal, il sert à rien. Et ce que vous devez retenir, parce qu'en fait, c'est une loi que vous connaissez déjà, dans un mouvement à force centrale, la vitesse aréolaire est une constante. Aréolaire est une constante. Ça vous raconte la chose suivante, c'est que intégrer ça sur un intervalle de T1 à T2, c'est facile. D'accord? Autrement dit, donc, l'air balayé entre T1 et T2. Comment je fais pour calculer l'air balayé entre T1 et T2? Si ça, dA, c'est l'air balayé pendant dt, eh ben, c'est pas très compliqué, il suffit d'intégrer ce truc-là de T1 jusqu'à T2. Donc en gros, ça, c'est l'intégrale de T1 à T2 de dA, qui est donc l'intégrale de T1 à T2 de dA sur dt fois dt. D'accord? Vous voyez qu'il y a le panachement de variables, c'est facile en physique, quoi. D'accord? Et dA sur dt, ça a le bon goût de valoir C sur 2. Donc ce truc-là, en fait, ça vaut C sur 2 multiplié par T2 moins T1. Autrement dit, C sur 2 multiplié par delta T. Et alors ce résultat-là, c'est un résultat hyper important qui est à la base de l'intégralité de l'astronomie des lois de Kepler. C'est là. Donc vous la connaissez sous le nom de deuxième loi de Kepler. Il s'avère qu'en fait, c'est la troisième historiquement. Ça vous raconte que l'air balayé par le rayon vecteur ne dépend pas de T1 et de T2, mais uniquement du temps qui s'est écoulé entre les deux. C'est-à-dire que pour une période de temps donnée, pendant 10 minutes, pendant 2 heures, pendant 4 jours, ce que vous voulez, pour une période de temps donnée, l'air balayé, ça ne dépend pas du point de la trajectoire où vous êtes. Ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle la loi des airs. Vous avez fait ça, ça s'appelle la deuxième loi de Kepler. Voilà. Donc, l'air balayé par OM ne dépend que de la durée et non du point de la trajectoire. Oh, qu'est-ce qui vous arrive là? Si vous avez une question, vous la posez à moi. Sinon, vous la bouclez. Ce truc-là, c'est un des trucs les plus importants qui soit. Vous l'expérimentez de façon plus ou moins forte sur le fait qu'en particulier, les saisons ne durent pas de la même, n'ont pas la même durée. D'accord? En particulier, c'est parce que quand vous parcourez la trajectoire très légèrement elliptique de la Terre, ça n'a rien à voir avec la forme elliptique, elle est quasiment circulaire, mais elle est décalée. Et en fait, globalement, vous allez parcourir les zones où vous êtes plus proche du Soleil, de façon plus rapide, justement pour satisfaire la loi des airs.
Donc ça porte un nom qui s'appelle la loi des airs. Voilà. Oui. Et le nom du point. Du point de la trajectoire. En gros, ce que ça vous raconte, c'est que si vous avez une trajectoire... Alors, on sent quand même qu'avec ce truc-là, on va avoir des trajectoires relativement cool, parce que c'est les trajectoires qui vont finir par être périodiques, qui rebouclent sur elles-mêmes, ça dépend. C'est les trajectoires où on ne fait pas demi-tour, d'accord, c'est plan. Donc bon, voilà, enfin c'est pas forcément périodique, mais bon, voilà. Donc en gros, ce que ça vous raconte, c'est que par exemple, si ces deux aires sont égales, alors les temps, donc ça en fait, si j'appelle ça A1 et A2, et que j'appelle ça delta T2 et delta T1, et bien en fait, 1 égale à 2, c'est équivalent à dire que delta T1 est égal à delta T2. C'est ça que ça vous raconte la loi des airs. Autrement dit, durant le même temps, où que vous soyez sur la trajectoire, vous balayez la même aire. Voilà. Loi des airs. C'est pas la loi... En fait, c'est une loi qu'on utilise assez régulièrement parce qu'il y a un truc très con. C'est que il est très facile de paramétrer R en fonction de θ pour une trajectoire elliptique. Beaucoup plus difficile de trouver θ en fonction du temps. Ça, c'est très très dur. Et la loi des airs est un des moyens d'exprimer θ en fonction du temps. Donc, juste petite information. Chut. Je suis même plus où j'en suis. Superbe. Non, la question 3-4. Petite remarque, là, ce qu'on a fait vendredi aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait vendredi, c'est juste la question 3-4, en fait. C'est démontrer ses conséquences. D'accord? Ouais, Logan. Pourquoi on appelle ça une vitesse aréolaire si on parle d'une grandeur qui est en mètres carrés par seconde? Bah parce que c'est la vitesse à laquelle l'air varie, en fait. C'est lié à l'air, justement. Comme, voilà. Juste ça. C'est la dérivée de A par rapport au temps. Donc c'est la dérivée de l'air, de la même façon. Voilà. On pourrait appeler ça une dérivée positionnelle, une vitesse positionnelle pour la dérivée de la position. Vitesse aréolaire. Je ne vais pas le défendre jusqu'au bout, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Donc, là, on a fait le tour de toutes les conséquences pour un mouvement de force centrale tout court. Okay. Or, si vous regardez le titre du grand paragraphe, il ne s'appelle pas tout à fait comme ça. Si je me souviens bien. Le truc, ça s'appelle mouvement dans un champ de force centrale conservatif. Je l'avais mis entre parenthèses ou pas? Voilà. Donc, en gros, il s'avère qu'il y a beaucoup de mouvements à force centrale qui, en plus, ont le bon goût d'être conservatifs. Et donc, là, on va essayer de voir quelles sont les conséquences de ça dans cette histoire. Ça va être très court parce qu'on va ensuite basculer dans des champs un peu plus intéressants. Donc j'en suis au petit, je sais pas combien, petit 2, petit 3. Petit 2, je suppose, je vais faire définition. Petit 2, c'est ça? Donc là, je suis au petit 3 maintenant. Petit 3, cas d'un champ central conservatif. Alors je vais écrire la définition juste histoire que vous ne puissiez pas me reprocher de dire que je ne l'ai pas écrite. Mais bon, elle n'est pas dure à deviner. Un champ de force est dit conservatif si et seulement si la force est conservative. Voilà, c'est pas très compliqué. Si et seulement si la force est conservative. Donc on va regarder un peu les premières conséquences de ça. Là, on va dérouler. C'est pareil, ça va être assez rapide. Si la force est conservative, qu'est-ce que ça a comme conséquence par définition ou presque? Je ne sais jamais, comme je change tous les ans de définition des forces conservatives, je ne sais pas laquelle je vous ai donné. Je ne sais pas par quel bout je suis parti en fait. C'est quoi pour vous la définition des forces conservatives? Oui, Alice? D'accord, donc c'est celle-là. Parce qu'en fait, on peut faire soit définir que le travail ne dépend pas du trajet suivi, et la conséquence c'est qu'il existe une énergie potentielle, soit dire qu'il existe une énergie potentielle, et la conséquence c'est que le travail ne dépend pas du champ suivi. Donc c'est pour ça le par définition, et je sais pas par quel bout j'ai commencé cette année, mais dans le principe c'est la même chose. J'ai commencé par l'énergie potentielle, c'est ça? J'ai fait. Voilà. Donc par définition, ça vous raconte qu'il existe une énergie potentielle associée à la force telle que quelque chose. Donc, je sais pas pourquoi je mets ça en orange.
Donc, il existe une énergie potentielle telle que quoi? Telle que F égale moins le gradient de l'énergie potentielle. Ça, c'est une bête qui vous fait plus trop peur, le gradient? Ah, on le voit maintenant. Oui. Est-ce que la loi des œuvres et la loi de Kepler, elles ont un rapport Alors, elles ont clairement un rapport. Les lois de Kepler, c'est tout simplement l'application à la gravitation et aux planètes de ça. Donc, c'est la même. La loi des airs, c'est la deuxième loi de Kepler. mais c'est laquelle qui est venue avant? C'est la loi des œuvres? Alors, non, celle qui vient en premier, c'est la forme des ellipses. Les trajectoires sont elliptiques, avec un foyer au soleil. La deuxième, c'est la relation entre le carré de la période et le cube du demi-grand axe, que vous appelez la troisième loi de Kepler. Et ensuite, il y a celle-là. Voilà. Donc, la loi des airs est extrêmement générale comme loi. Alors, petite remarque, rien vient dans cet ordre-là. Ça, c'est une approche post-Newton, donc c'est forcément aussi post-Kepler. Je rappelle que Newton, c'est un siècle après Kepler. D'accord? Donc, Kepler n'utilise pas les lois de Newton pour démontrer ses résultats. D'accord? On en reparlera quand on fera les lois de Kepler, justement, sur la méthode de Kepler. Mais en tout cas, Kepler ne fait pas du tout ce genre d'approche-là. Comme d'habitude en physique, on fait des choses à l'envers de l'histoire. On prend le formalisme le plus performant pour aller rechercher des trucs, et on se retape pas. Et puis, si vous n'avez pas lu Kepler, ne le faites pas, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie du tout. Donc voilà. Donc il existe ça. Or, qu'est-ce qu'on sait de F? Vu qu'on est dans un mouvement de force centrale conservatif, ça signifie donc qu'on peut se placer en coordonnées polaires, et que F est porté que par quoi? Bah non, elle est centrale. Bah non, encore moins. Enfin si, c'est la même chose quoi. Elle est centrale. Donc elle pointe vers où? Donc elle peut pas être portée par Phi. Donc elle est portée par qui? Par R, d'accord? Je n'ai pas écrit ça vendredi que F c'était égal à F indice RR? Je l'ai écrit, on est d'accord. Voilà. J'ai écrit ça, d'accord? Voilà. Ah, vous avez un moyen mnémotechnique pourri sur le sujet? Qu'est-ce que cette égalité-là vous raconte sur EP? Est-ce que EP peut dépendre de θ? Ouais. Effectivement, ça vous raconte que EP ne peut dépendre que de R, parce que s'il avait une dépendance selon θ, si elle avait une dépendance selon θ, d'abord c'est l'énergie quand même, F aurait une composante selon Eθ. Et même chose avec Z, ou même chose avec Phi, comme vous voulez. Donc la conséquence de ça, c'est que donc EP ne dépend que de R. Et on a une relation beaucoup plus simple. Donc comme d'habitude, vous remarquez que le gradient, c'est une bête qui a l'air très très impressionnante comme ça. Mais comme en général, on tombe toujours sur des problèmes où il n'y a qu'un seul paramètre d'espace dans le tas, ben en fait, ça se passe très très bien. Petite remarque, ici, c'est un peu plus limite, hein, parce que si vous voyez une trajectoire comme ça, vous voyez que la position du point M va dépendre de R et de θ1. Donc ce problème, a priori, est décrit par deux paramètres d'espace, mais l'énergie potentielle, elle, ne va dépendre que de la distance à l'astre. Donc la relation, c'est pas très très compliqué en fait. Là, il faut l'écrire un peu en orange quand même. C'est que la composante radiale de F, c'est tout simplement moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à R. Pour un mouvement à force centrale. Voilà la bête. On est d'accord là-dessus? Clément, t'as un bug. On est d'accord, ça ne dépend que de ER. Que de R. De R. De R. C'est sa variable. EP, c'est une fonction scalaire. Hein. Oui. Et pourquoi vous avez marqué ER en dessous? Et. Ah, c'est un E. C'est un et. Ça a plus de sens d'un coup. On est d'accord? Comme vous avez. Donc, ça, c'est le premier aspect d'un champ de force central conservatif. Comme il est central, F est purement radial. Comme F est purement radial, l'énergie potentielle ne peut dépendre que de R. Première conséquence. Deuxième conséquence, comme on a dans le bilan des actions mécaniques que des forces conservatives, qu'est-ce qu'on peut raconter? Oui. Oui. Effectivement, on va pouvoir appliquer le corollaire de l'énergie mécanique qui vous raconte que
l'énergie mécanique de votre système est donc conservée. Donc là, vous avez un système où vous avez deux grandeurs conservées, le moment cinétique d'une part, parce que le champ de force est central, l'énergie mécanique, si jamais votre champ de force est en plus conservatif. Donc, on a de plus la conservation de l'énergie mécanique. Qui va s'écrire d'une façon relativement sympathique, c'est-à-dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique initiale que, pour reprendre la question d'Alicia tout à l'heure, vous pouvez calculer de cette façon-là. C'est un demi de mv0 carré, votre énergie cinétique initiale, plus l'énergie potentielle en R0, puisque comme l'énergie potentielle ne dépend que de R0, vous n'avez aucune forme de problème sur le sujet. On est d'accord ? Ouais. Alors celle-là, je vais l'appeler E0, ça vous embête pas, je vais enlever le M. Voilà. Pour retrouver des notations qu'on a déjà croisées au premier semestre, si vous vous souvenez bien. Vous vous souvenez du premier semestre avec E0, les états liés, les états de diffusion, tout ça, tout ça. Voilà, bah, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Je sais pas pourquoi vous aimez pas ce truc-là, c'est un peu comme jeter une bille dans une cuvette, quoi. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus mortel, quoi. Voilà. Alors, le problème, c'est que les plus réveillés d'entre vous, je suis pas sûr que là, il est encore tôt le matin, c'est bientôt la fin de la semaine, donc c'est compliqué. Voilà, ouais. EP de R0, c'est l'énergie potentielle. Oui, ça va, c'est bon, quoi. Voilà. Ça, c'est V0, c'est pas VU. D'accord ? Vous êtes censé à un moment donné réfléchir aussi, vous êtes dans le contexte, quoi. L'énergie potentielle dépend que de R, c'est un R, quoi. Voilà. Alors, le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir prendre le premier chapitre, enfin le chapitre sur les états liés, les états de diffusion, et redéverser ça très facilement là-dedans. Ça serait bien. Sauf que les plus réveillés d'entre vous se disent, oui, mais moi, si j'ai bien appris mon cours du premier semestre, ça s'appelait mouvement conservatif à un seul paramètre d'espace. Or là, le mouvement, il est plan. Et pas rectiligne. Alors, on pourrait tricher dans le cas circulaire, oui, parce que pour un cercle, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul paramètre d'espace, l'autre étant constant. Mais là, pour l'instant, j'ai rien dit sur le caractère circulaire, etc., etc. Donc, je ne peux pas, fondamentalement, déverser tout le truc parce que j'ai deux paramètres d'espace. Et là, vous allez voir qu'on va faire une astuce absolument incroyable que vous avez déjà croisée. Si vous l'avez déjà croisée, ça va vous rappeler quelque chose. Voilà. Donc, on écrit alors... Vous l'avez déjà croisé. En DS, si je ne me trompe pas. On écrit alors la chose suivante. Donc, on écrit que l'énergie mécanique, donc, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. L'énergie cinétique, ça s'écrit comment, vu qu'on est en polaire ? Donc, je vous donne la partie difficile et je vous interroge sur la partie facile. Donc, quand on est en polaire, l'énergie cinétique, excusez-moi. Vous savez, il y a une raison pour laquelle dans vos questions de cours, il y a marqué écrire l'énergie cinétique dans tous les systèmes de coordonnées, dans tous les sens. Oui. C'est pas un vecteur, l'énergie cinétique. Non, les gens, là, quand même, faites un effort, quoi. Il n'y a pas de vecteur. Ouais, Elias. R point carré. Plus R carré θ point carré, puis il n'y a pas de Z. Donc là, en l'occurrence, je ne mets pas Z point carré, tout simplement parce que vous n'avez pas de composante de la vitesse selon Z, puisque le mouvement est plan, CF, le paragraphe précédent. D'accord ? Plus l'énergie potentielle, qui, elle, ne dépend que de R. Ce truc-là ne ressemble pas à un seul paramètre d'espace, parce que vous avez R point, mais vous avez un θ point qui est là pour vous embêter. Et là, vous allez voir. Or, C, la constante des R, ça vaut R carré θ point. Donc, θ point, c'est égal à C sur R carré. Vous pouvez donc toujours remplacer θ point par une expression en fonction d'une constante qui dépend des conditions initiales et de R.
Et là, vous allez voir, il va se passer un truc absolument incroyable, qui est la chose suivante. C'est donc que l'énergie mécanique s'écrit sous une forme qui est 1/2 de mr point carré, d'accord, plus un autre bout un peu bizarre, qui va s'écrire 1/2 de m facteur de... Alors, je vais mettre ça au carré, donc je vais avoir un c carré divisé par r puissance 4, multiplié par r carré, ça me donnera divisé par r carré. Donc je vais avoir un c carré sur r carré ici, plus l'énergie potentielle qui, elle, ne dépend que de r. Maintenant, on va voir un peu comment ça se passe. Si jamais, en fait, vous oubliez tout ce qui s'est passé avant et vous ne regardez que ça, vous débarquez dans une pièce comme ça, vous n'avez rien de ce qui se passe avant, vous regardez juste ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un problème qui ne dépendrait que de R, où l'énergie cinétique serait ça, et l'énergie potentielle serait tout ça. On est d'accord là-dessus? Donc en fait, on va pouvoir poser une énergie cinétique effective et une énergie potentielle effective. Ça doit vous rappeler des souvenirs. D'accord. Voilà. T'as fait quoi? De quoi? Que ça vous rappelle les choses ou... Ça, en fait, on va pouvoir dire que ça, c'est une énergie cinétique, mais c'est pas la vraie énergie cinétique, d'accord? Et la vraie énergie cinétique, c'est tout ça. Parce que ça y ressemble quand même beaucoup. On est d'accord que si tu avais un mouvement qui dépendait que de R, ça serait l'énergie cinétique en R. Et ça, grosso modo, de toute façon, c'est des énergies, il n'y a pas de problème. Et ça ne dépend que de R, donc c'est une énergie potentielle. Et donc, en gros, ça, c'est un truc absolument incroyable. Tout se passe donc comme si... on avait un problème à un paramètre d'espace que je vais appeler R, d'énergie potentielle, plutôt ça, où on pose, de grandeur, mais concentrez-vous un peu là, bretzel liquide, de grandeurs qu'on appelle des grandeurs effectives. Donc on est d'accord que vous avez un DS où vous avez ça qui pop à un moment donné ou à un autre. DEC, la méca. Oui, je me doutais que c'est pas un optique. Voilà. Une énergie cinétique effective qui vaut 1/2 de mr point carré et une énergie potentielle effective qui vaut 1/2 de m c carré sur r carré plus l'énergie potentielle de votre système R. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment l'énergie potentielle, ça se passe effectivement comme si on avait ça. C'est ça l'idée. Ce truc-là, c'est un truc hyper important parce que vous voyez que C dépend des conditions initiales, vous vous souvenez? En partie, je vous ai dit que si jamais OM0 et V0 étaient collinéaires, le truc se cassait la gueule et C était nul. Donc en gros, si vous prenez par exemple la Lune, mais qu'au lieu de la faire tourner, vous la lâchez, elle se casse la gueule. Comme n'importe quel objet qui tombe. D'accord? Mais si jamais vous donnez une vitesse initiale légèrement perpendiculaire à votre rayon au départ, C va être non nul, et ça va vous construire une énergie potentielle qui a le bon goût d'être répulsive en R égale 0. Ce bout-là, c'est ça qui maintient les trucs en orbite. C'est ça qui empêche les trucs de se rapprocher. Parce que ce truc-là, je vous rappelle que ça tend vers plus l'infini quand R tend vers 0. Donc votre énergie potentielle, on verra ça sur les vrais exemples, mais au départ, elle fait ça. Ça va le mélanger, ça va le modifier. Mais en tout cas, initialement, vous avez une barrière répulsive ici. Et donc, vous êtes susceptible d'avoir un minimum là. Et donc, vous êtes susceptible d'avoir un mouvement où R est constant, autrement dit, un cercle. Ouais, je me décale. On va en parler un peu plus avant, dans pas longtemps. À partir de là, on ne peut pas dire grand-chose de plus. On ne peut pas dire grand-chose de plus pour une raison très simple, c'est que l'énergie potentielle réelle, d'accord, EP de R, on ne connaît pas son expression. Donc bien entendu, le problème va dépendre énormément de l'énergie potentielle. Ouais. Les distants dans ce paramètre-là, les planètes elles partiraient ou elles Si C est nul, oui.
Si c'est nul, ça veut dire au minimum que ta vitesse initiale est collinéaire à m0. Donc après, là, c'est pas très compliqué. Soit elle est assez forte pour échapper au problème, soit tu vas faire 8 et 8. Et tu vas avoir un mouvement rectiligne et ça va se casser la gueule. C'est ce qui se passe quand tu fais ça, en fait. Ce truc-là contient littéralement la réponse à la question de Newton. Pourquoi est-ce que quand je lâche un objet, il tombe? Et pourquoi la Lune ne tombe pas si on suppose que ces deux objets sont soumis à la même force? La réponse est parce qu'il y a quelque chose qui se cache dans les conditions initiales et qu'il y a un ingrédient hyper fort dans la façon dont le truc est lancé au départ. D'accord? Un satellite n'est pas en orbite par magie. Vous ne l'emmenez pas en orbite et vous le lâchez et puis il se met en orbite. Ça ne marche pas comme ça. Un satellite, si vous voulez qu'il se mette en orbite, il faut le lancer pour faire popper ça. Avec la bonne valeur pour qu'il ait une trajectoire suffisamment peu allongée pour ne pas se bouffer la Terre au passage. C'est ça le principe. Dès que vous avez un C non nul, vous aurez une trajectoire elliptique, et plus CF, d'accord? Et après, votre ellipse peut être très allongée, et donc ce qui compte, c'est qu'elle ne passe pas à travers la Terre. C'est mieux pour éviter les problèmes. Enfin, ça dépend. Si vous voulez faire ce qu'on appelle un missile balistique, il faut que ça retombe sur la Terre à un moment donné ou à un autre, puisque vous voulez tuer des gens avec. Voilà. C'est le concept. Et pas au même point où vous l'avez lancé, parce que ça, c'est un peu con. Voilà. Okay. L'ISS tombe parce qu'elle est trop basse. En fait, on va le voir ça jeudi, hein. Mais la majorité, alors ça c'est un truc vraiment qu'il faut savoir, la quasi-totalité des satellites que vous voyez, ou qu'on envoie d'ailleurs dans l'atmosphère, enfin justement pas dans l'atmosphère, dans l'espace, sont en fait dans ce qu'on appelle en orbite basse. C'est-à-dire dans une zone qui est comprise entre 200 et 400 km d'altitude. Donc déjà c'est très bas, c'est très près en fait. Ça, il faut bien que vous compreniez que, par exemple, l'ISS, c'est plus près d'ici que si l'ISS passe au-dessus de votre tête, elle est plus près d'ici que Marseille, par exemple. La différence, c'est qu'il faut monter, mais voilà. Mais factuellement, c'est vraiment très très près. Tout simplement parce qu'en fait, ça demande des énergies considérables. Quand tu vas aller loin, tu dois dépenser plus d'énergie, puisque tu dois t'arracher à la gravitation terrestre. Et que donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les plus petites distances, où grosso modo, l'atmosphère ne fait pas trop chier. Le trop est important dans cette phrase, d'accord? Donc bien entendu, il y a des satellites beaucoup plus loin, il n'y en a pas beaucoup par ailleurs. Il y a les satellites géostationnaires, donc vous savez qu'ils sont à 36 000 km d'altitude, d'accord? Donc là c'est vraiment beaucoup plus loin, 36 000 km ça n'a rien à voir avec 200, enfin, d'accord? C'est pas une histoire de conversion, c'est la même unité. Hein. Okay. Et il y a bien entendu James Webb, qui lui est au point de Lagrange numéro, je ne sais plus combien, numéro 2, numéro 1, c'est-à-dire derrière la Lune, pour le coup, oui. Il est à 500 000 km d'ici, voilà, c'est loin. D'accord. Mis à part ça, et des satellites géostationnaires, il y en a très peu, parce que c'est pas hyper intéressant, par ailleurs. Parce que, en fait, ça scanne toujours le même endroit de la Terre, donc c'est pas terrible. C'est très gourmand. Et donc, en gros, la quasi-totalité des satellites sont en orbite basse. Or, en fait, l'atmosphère, contrairement à ce que les platistes racontent, c'est pas atmosphère, fin de l'atmosphère. Ça marche pas comme ça, d'accord? En fait, l'atmosphère, c'est pas très compliqué. Vous avez une décroissance exponentielle de la pression. D'accord? Donc, il y a une limite arbitraire de l'atmosphère qui est en fait le moment où la densité atmosphérique est trop faible pour que la diffusion de la lumière soit perceptible à l'œil nu. Autrement dit, vous ne voyez plus l'atmosphère bleue. Vous ne voyez plus le bleu. C'est ça la limite officielle. C'est qu'à un moment, l'atmosphère disperse la lumière, et à un moment donné, cette lumière devient trop faible pour être perceptible par l'œil humain, et donc c'est ça la limite de l'atmosphère. Mais c'est pas à des mathématiciens et des mathématiciennes comme vous que je vais apprendre qu'une exponentielle, ça s'arrête pas à un moment donné, ça descend très très lentement. Donc, alors l'ISS tombe pas beaucoup, mais elle tombe effectivement légèrement. Hubble c'est pire, parce qu'il est un peu plus bas. Mais en fait, en gros, l'ISS et Hubble tombent parce qu'il y a des frottements. Alors c'est pas monstrueux, mais il y a des merdes. Voilà, il y a des trucs qui traînent. Et donc effectivement, comme c'est un truc quand même assez massif pour le coup, ça a tendance à descendre un peu avec le temps. Voilà, c'est pas très très compliqué. Donc c'est l'histoire-là. Ok. Donc, voilà. Donc les satellites de télécommunication sont en général plus hauts, justement pour éviter d'avoir ce genre de problème et tourner pendant très très longtemps, mais ils sont toujours en orbite basse de toute façon. Voilà. Parce que tu peux remonter un truc comme l'ISS parce que c'est facile d'accrocher une navette et de faire sproch. D'accord? C'est beaucoup plus pénible d'aller chercher un satellite qui est... c'est tout petit un satellite, hein. Ça fait une tonne. Enfin, tu remets pas... Une fois que c'est balancé, tu vas pas mettre des vaisseaux et des petites ficelles pour faire le boulot, quoi. D'accord? Voilà.
Donc après, on espère tous qu'une seule chose, c'est que les Starlink se cassent la gueule, parce que grosso modo, ça fait chier tout le monde. Mais voilà, surtout maintenant. Mais dans le principe, voilà. Je vous rappelle quand même que sur les 12 000 objets spatiaux qu'il y a en orbite autour de la Terre, il y en a 11 000 qui sont des Starlink. Hein. D'accord, la quasi-totalité des objets en orbite autour de la Terre sont des satellites privés, qui appartiennent à quelqu'un dont la réputation n'est plus à faire depuis quelques semaines. Voilà. Donc bon, hein. Si vous voulez jouer au tir au pigeon, ça peut être marrant. Ça peut être rigolo. Et ça fait chier les photographes comme moi, qui, grosso modo, se trappent des traînées dégueulasses. Donc, petite remarque aussi, pour ceux qui ont déjà vu les satellites passer au-dessus de leur tête, les satellites ne sont pas éclairés. Ce que vous voyez, c'est le reflet du soleil sur les panneaux. D'accord ? D'où le fait que les astronomes amateurs demandent qu'on peigne les satellites en noir. Parce que comme ça, au moins, ils ne réfléchissent plus la lumière. Ça mange pas. On est parti, et donc on va... Donc vous voyez, on est parti des champs de force centrales, des champs de force centraux tout court, ensuite conservatifs, et maintenant on va parler d'un cas très particulier des champs de force centraux conservatifs qu'on appelle les champs newtoniens. D'accord ? Donc c'est le petit 4, si je ne me trompe pas. Ça, voilà. Et je vais juste vous les présenter, mais en fait vous les connaissez déjà, vous ne connaissez pas le nom. Voilà. Alors, il y a plusieurs définitions très équivalentes, mais c'est surtout une histoire de présentation. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Vous avez une définition, puis des équivalences qui viennent derrière. Donc, je vais partir de la force. Un champ est dit newtonien. Si et seulement si il existe une constante non nulle, telle que la force se met sous la forme moins K sur R carré ER. Voilà ce qu'on appelle un champ newtonien. Alors, le moins n'est pas obligatoire dans la définition. Vous voyez que comme K peut être positif ou négatif, ça change littéralement rien que je mette le moins. J'aime bien mettre le moins pour la raison simple, c'est que ça me permet d'avoir un cas positif dans le cas de la gravitation. Donc, des forces attractives. Mais vous pourrez trouver une définition sans le moins. Puisque littéralement, ça... Vous êtes d'accord que s'il existe une constante telle que I est moins K, il existe la constante opposée. D'accord ? Voilà. Aucune contrainte de signe sur K. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle soit non nulle. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On est au clair là-dessus ? Alors, là, on va pouvoir dérouler. Ce champ de force est... Enfin, un champ newtonien, plus exactement. Il a quoi comme caractéristique ? Il y a un rapport avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. Il est conservatif et aussi, surtout, il est central. D'accord ? Vous êtes tous d'accord que ça, c'est un champ de force central ? Puisqu'on a vu qu'un champ de force, c'est écrit F indice RER. Ben, c'est ça. Donc, un champ newtonien est central, conservatif, enfin, et conservatif d'ailleurs, avec une énergie potentielle qui vaut en fait la moins primitive de ce truc-là. D'accord ? Ça fait quoi l'opposé de la primitive de ce truc-là ? Ouais. Ça fait effectivement moins K sur R. D'accord ? Vous avez un moins, enfin grosso modo, la primitive de moins 1 sur R carré, c'est 1 sur R. Et comme c'est l'opposé de la primitive, je rappelle qu'il y a un moins qui sort. Petite remarque. Donc ça, c'est extrêmement important. On prend EP de l'infini égale 0 par convention. Je rappelle que quand vous calculez une énergie potentielle, il faut toujours rajouter une constante. Ici, il y a une convention universelle qui vous raconte que l'énergie potentielle doit tendre vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Autrement dit, que la constante d'intégration, là, est nulle. Comme ce truc-là est une force centrale conservative, on va pouvoir prendre la poubelle de ce qu'on a fait vendredi et aujourd'hui et tout déverser. D'accord ? Donc le mouvement dans un champ newtonien a un moment cinétique conservé, un mouvement plan, toujours dans le même sens,
avec la loi des airs, etc., etc. Là, on enchaîne. D'accord? Voilà. Donc ça, on fera ça jeudi. Ce qui m'intéresse avant une partie, puisqu'il ne reste que 2 minutes, c'est de vous donner les 2 exemples de champs newtoniens qui sont connus. D'accord? Les 2 champs newtoniens connus sont, le premier c'est la gravitation, où F vaut moins grand G M1 M2 sur R carré ER, force que vous êtes censé connaître depuis le premier semestre, on est d'accord? Donc dans ce cas-là, K vaut tout ça, vous voyez que c'est positif, enfin K vaut, pardon, tout ça, alors G M1 M2, on est d'accord, qui est positif. Et le deuxième que vous connaissez aussi, c'est quoi? Ouais, c'est effectivement l'interaction coulombienne. Alors, petite remarque, l'interaction coulombienne a été découverte littéralement 2 siècles après Newton, même 3 siècles après Newton. 2 siècles après Newton. Donc, on a gardé le nom potentiel newtonien et on a greffé le truc là-dessus. Donc, je vous rappelle qu'il y a un truc assez désagréable avec 1 sur 4 pi epsilon 0, facteur de Q1, Q2 sur R carré ER. Donc là, on a un truc qui est extrêmement différent. Vous voyez que le potentiel newtonien a un moins, alors que le potentiel coulombien n'en a pas. Ce qui vous raconte que 2 masses de même signe s'attirent, alors que 2 charges de même signe se repoussent. Oui, je sais, quand on dit 2 masses de même signe, ça a l'air bizarre parce qu'il n'y a pas de masse négative, jusqu'à preuve du contraire. Mais dans l'état actuel des choses, méfiez-vous, il y a un signe qui change entre les deux. Oui. Pi epsilon 0. Q1, Q2 sur R carré. C'est un rappel, ça. On est d'accord que c'est un rappel? Non, je ne sais pas si vous étiez censé l'apprendre celle-là. Ouais, peut-être croisé, voilà, c'est pas. Alors, de toute façon, je fais une parenthèse, avant que vous ne partiez, le traitement classique de ça est absurde. On ne peut pas traiter des particules chargées comme ça, tout simplement parce qu'une particule chargée qui est accélérée, elle rayonne de l'énergie, donc il y a un truc en plus qui se passe dedans. Donc, majoritairement, c'est ça qui va nous intéresser. C'est la permittivité diélectrique du vide. On l'a croisé à un moment donné. Vous reverrez tout ça l'année prochaine en électromagnétisme. Pour l'instant, je n'y passe pas 3 siècles, c'est pas la peine. Oui, Elias. La permittivité diélectrique du vide.